Bonjour tout le monde. En réalité, je ne suis pas un expert en astrophotographie, là. Je peux dire que je suis presque un autodidacte. Et je développais aussi mes techniques euh, un peu forcées par mes moyens qui sont assez modestes. Donc, je ne pouvais pas me payer trop de luxe. Ce que je vais faire aujourd'hui, là, c'est de vous présenter des expériences que euh, j'avais pensé mettre en vidéo pour vraiment la suivre pas à pas la fin. Mais je ne suis pas assez calé en PowerPoint, fait que je l'ai fait comme ça, comme un diaporama. Premièrement, j'utilise ça c'est une de mes caméras, là, une PowerShot à 590. C'est la meilleure que j'ai trouvée de ce que j'ai essayé. J'avais un 510, 90, la 530 aussi, et la 160 des PowerShot. Ce sont des caméras d'utilisation courante. Alors, avec cette caméra, elle peut prendre des vidéos AVI et des photos en rafale. Ça, c'est une de mes caméras, 8 mégapixels. Les AVI qui produisent, c'est 20 images secondes. C'est tout à fait normal. Alors, j'ai celle-là, là, que c'est avec un correcteur de coma, parce que je travaille avec un Newton de 5 pouces, et puis produit du coma. C'est que j'ai acheté un correcteur de coma. Et j'ai aussi une PowerShot, la 160, XX160IS, qui donne de bonnes vidéos des planètes, un peu plus bruitées que la 590, mais en format mauve, MOV, là. Et Registax n'aime pas ça. Alors, et ça c'est une affaire. Et il n'est pas recommandé pour les photos à la Lune parce qu'il n'y a pas moyen de supprimer le vignettage dû aux oculaires. Je travaille avec des oculaires. Il y a beaucoup de vignettage autour. Donc, ça fait un trou pour les photos lunaires, mettons. C'est moins, moins intéressant. Ici, j'ai dû construire un appareil pour adapter mon appareil à l'oculaire. Il s'est vendu une affaire et ça n'a pas donné le résultat que j'attendais. J'ai dû le fabriquer parce que la distance, je n'arrivais pas à l'ajuster, la hauteur et la distance. Ça fait que je fabriquais ça, que c'est très léger en bois, là, puis est pris directement sur l'oculaire. Euh, donc, ça, c'est ma caméra, la PowerShot 590, fixée. Et je lui ai inventé une affaire pour déclencher comme ça, mais on peut utiliser aussi le déclencheur, le ratarateur, si on veut. Bon, ici, là, j'ai un observatoire que j'ai acheté d'Alain Rail, mais ce n'est pas indispensable pour la photo astronomique. C'est très commode, par exemple, d'avoir un observatoire. Et puis là, on peut voir que je faisais des photos ici là, sans guidage, avec ma Rebelle. Des photos qui sont des courtes expositions. Cette monture-là, c'est la EQ6, mais tolère assez bien jusqu'à 1 minute en foyer primaire. Et pour me promener, j'ai la EQ3 avec un moteur en ascension droite. Là, voyez-vous, hein, mon système était installé là.
Puis ici, j'ai fait ça, c'est une barre en bois bien solide avec un support pour me mettre en piggyback. Donc, quand je me promène, c'est ça que j'apporte. Je l'ai même apporté au Chili. Et puis, je présentais ça à mon frère là-bas. Il a tellement aimé ça qu'il m'a demandé de lui acheter une pour lui. Là. Fait que maintenant, je dispose d'un télescope là-bas comme ça. Bon, alors, j'ai aussi un système d'autoguidage, le système Orion, que devient important pour les photos et les longues expositions. Avec le ciel que j'ai à Sainte-Sophie, à côté de Saint-Jérôme, là, je peux exposer à f5 comme ça jusqu'à 4-5 minutes maximum. Après, là, les photos sont blastées. Voici les logiciels que j'ai utilisés pour cette démonstration. Tout gratuit. IrfanView, Registax, Deep Sky Stalker et Iris. On va voir à quoi ça sert chacun. Premièrement, j'ai aussi le Registar, AutoStacker, pardon, que j'utilise pour convertir mes photos .mov en AVI et je les envoie à Registax en mode AVI. Parce que Registax ne prend pas le MOV. Mauve. Et voilà. Alors on commence. Avec Registax, on a essayé différentes versions. Et celle qui se prête le mieux à ce que je fais, c'est la version 5. On a utilisé avec Thomas Collin, qui aujourd'hui n'est pas là malheureusement, la version 6 et on l'a comparé, puis c'était plus facile à travailler la version 5. Il est encore disponible, vous pouvez la télécharger gratuitement. Alors, ici, préparation du mode travail. Le bouton sélectionné correspond aux meilleures expériences personnelles et ils vont rester, si vous ne le changez pas, là, pour les travaux suivants. Donc, une fois que c'est ajusté, c'est comme ça. Je prends d'ici une série de AVI que j'ai fait de Jupiter et voyez-vous, il y a comme différentes intensités. Ma caméra n'a pas de possibilité trop de changer la sensibilité. Donc souvent, l'image était blastée, était trop brillante. Ce que j'ai fait, j'ai mis simplement à l'oculaire le filtre lunaire. Un filtre gris, je réglais, puis j'ai fait différentes expériences de nuances. J'ai remarqué que si la photo, si l'image est bien brillante, mais qu'on voit des détails, ça marche. Et puis y avoir peu de bruit thermique. Alors ici, on choisit le AVI qu'on veut. On doit ici sélectionner que c'est le mode AVI parce qu'il va y avoir d'autres formats aussi qui sont proposés. Et en cliquant sur l'AVI que je désire, là, je choisis celui-là. Et dans le fond, je les ai tous faites, hein, mais celui qui m'a donné le meilleur résultat, c'était le premier. Et puis on propose de l'ouvrir, comme ça. Ici, voyez-vous, il y a des petits paramètres là, que je laisse toujours comme ça. Vous pouvez les changer en cours de route. Et puis ici, il dit marqué 70, c'est comme par défaut qui était 70, mais je le mets à 90 ou à 95. Ça veut dire qu'en choisissant la première image, l'image que je trouve la meilleure, et
qui va faire l'image de référence. Je propose après là, de monter ça la qualité à 90% ou 95%. OK. Alors ici, on choisit, ici, là, une par une, on peut choisir les frames, les images. Et ici, la première bonne image que j'ai trouvée, c'était la numéro 8. Alors ça, c'est mon image de référence. Je ne sais pas s'il y a autre chose que je vais faire. En tout cas, c'est le moment d'aligner avec ce bouton-là. Pour aligner, on choisit un cadre, disons, qui correspond à l'image qui s'ajuste le mieux. Ici, c'est à 128, mais on peut aller à 32, de 32 à 512 pixels comme ça. Et ça dépend de ce que vous voulez aligner. Donc, et puis, il dit, il vaut mieux un cadre bien ajusté au sujet. Ça, c'est important, je l'ai expérimenté, ça donne de meilleurs résultats comme ça. Et à la fin de l'alignement, vous cliquez sur Limite ici, OK? Et il va se présenter cette option ici, il dit Optimise un stack. En cliquant sur ça, vous avez l'image de référence ici, puis ici vous allez voir défiler toutes les images que Registack va sélectionner automatiquement parmi les meilleures. Bon, l'étape d'empilement, c'est fait automatiquement. Après qu'il a optimisé, il va empiler automatiquement les images. Voyez-vous, quand j'étais en train de préparer le PowerPoint, je le faisais en temps réel, puis là, il était rendu à 4% quand je fais de la capture de l'image. Bon, la fin de l'empilement, l'image est prête à être traitée. Bon, c'est là qu'il commence la diversion. Parce que tout le reste, c'était quasiment automatique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Ici, on peut travailler l'histogramme, le gamma, on peut aligner les couleurs, on peut faire ici les ondelettes, là, les wavelettes. Okay. Et même on peut les fignoler avec le filtre ici. Et aussi, des fois, là, on peut utiliser le denoise ici pour enlever un peu de bruit de fond. Mais quand on fait ça, là, l'image devient un peu plus floue. Et à la fin, même, on pourrait donner une autre grandeur d'image sortante. Et le contraste et la brillance, vous pouvez la contrôler soit par le curseur ici ou par les chiffres qui sont ici. Vous voyez se déplacer le curseur si vous utilisez les chiffres. Ça, c'est plus doux comme travail. Ça. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'ils vont faire les ondelettes ici, là? Je vais bouger ça, là. OK? Ils vont accentuer, comme, voyez-vous, le contraste, la netteté, tout ça. Mais ce n'est pas toujours l'idéal. Il faut jouer avec ça. Je vais montrer ça, l'effet que ça produit. OK? J'ai fait plusieurs tentatives. Et ensuite de ça, une fois que j'ai choisi à peu près ce que je voulais comme image, je suis allé, excusez,
je suis allé voir qu'est-ce qui me donnait si je travaillais avec le gamma. Et tantôt, vous allez voir comment on utilise le gamma. Et aussi, j'ai ajusté l'histogramme et l'alignement des couleurs. Ça fait, donc, ça donne déjà une image qui est assez respectable. Hein? Puis rappelez-vous que je travaille avec une caméra qui n'est pas spécialisée. C'est une caméra bien ordinaire, une caméra de poche, des anciennes PowerShot, là, qui n'a plus dans le commerce, mais on le trouve encore par Internet, on peut en trouver. Et si vous voulez un conseil, si vous trouvez la A90, c'est la meilleure que j'ai trouvée. Et ça ne doit pas coûter très cher maintenant, ce sont des secondes mains normalement d'occasion. OK. Alors, un dernier ajustement avec le filtre wavelet qui est ici, là. Et il faut toujours, à chaque pas qu'on fait, si on veut sauver l'image, il faudrait dire dual. Parce que le logiciel travaille sur une section de la photo. Vous voyez, et en faisant dual, il fait l'image complète. Et vous pouvez sauver chacune des étapes. Moi, je le fais des fois. Je sauve chaque étape. Et je le mets en dessous de l'icône. Il va me dire l'historique de ce que j'ai fait. C'est bien pratique de faire ça. Et ça n'empêche pas de revenir en arrière aussi. Vous pouvez aller récupérer une image, vous dites, ah, je pense que je travaillais, celle-là était meilleure que où je suis rendu. Comme ça, on ne perd pas notre travail. Bon, ici, j'ai dû photographier l'écran de mon ordinateur parce que quand je voulais faire la capture d'image, et ce tableau-là, il disparaissait. Ce que j'ai dû photographier. Donc, ici, c'est la rubrique image. Puis, il y a plein de choses que vous pouvez faire à l'image ici. Hein? Avec, ça, c'est avec Irfan View. Et normalement, d'abord, je vais regarder ici, il dit là, est-ce que c'est les couleurs là? OK, c'est ça, correction des couleurs. Vous allez voir que je l'ai marqué ailleurs aussi. OK, c'est ça, la correction des couleurs. Bon, ici vous avez l'image originale, ici l'image avec traitement, et les curseurs que j'utilise, ce sont juste ici, là. Le gamma, le contraste et parfois la saturation. Ça, c'est chaque personne va avoir le loisir de choisir ce qui pense que c'est mieux. On cherche à faire une belle image, mais aussi on cherche à avoir des bonnes données qui peuvent servir à d'autres choses. Par exemple, ici, je ne voulais pas perdre le petit satellite qu'il y a ici. Là. Puis j'avais quand même une image de Jupiter qui était assez acceptable. Alors, quand on fait ça, on fait OK ici, en évitant de l'appliquer à l'original, pour ne pas perdre l'original. On fait juste OK, et puis il va nous montrer plein écran la photo. Et si vous l'aimez, là, on peut la sauver. Et l'effet de correction gamma, que je vous ai dit tantôt, voyez-vous la différence qui s'est produite là?
Et on dit OK, mais il n'est pas appliqué sur l'original. Alors, la photo finale, disons que c'est un traitement final avec IrfanView, c'est ça qui ça donne. Donc, la combinaison des deux programmes, Registax et IrfanView, vont donner ça. Et ça a été, pour moi, ça a été une découverte quand j'ai vu que je pouvais aller chercher différents programmes, puis prendre mes images et les retraiter avec chaque chose. Et puis on voit très bien le satellite, je ne l'ai pas perdu, c'est Io qui était là. Alors, quand je l'ai publié dans la page de notre club, le club Mira, et c'est comme ça qu'il s'est présenté. Puis je pense que je l'ai mis aussi sur le. Ça fait longtemps que je n'ai pas mis des photos, mais sur AstroCCD, je pense que la même photo est là. Alors ici, c'est expliqué à peu près comment elle a été prise. Télescope Newton 8 pouces f5, oculaire de 10 mm avec ballon 2x, caméra PowerShot à 590, AVI de 90 secondes. Disons pendant 90, une minute et demie, je laissais se faire la vidéo. Et je l'ai pris à Sainte-Sophie, à côté de Saint-Jérôme. Pour ceux qui ne connaissent pas la région, c'est là où j'habite. Et ça a été en 2013 que j'ai pris ça. Autre résultat, j'ai réussi à faire une photo de Saturne aussi. Puis on peut voir ici aussi là, que Titan était là. Et je trouve que c'est une photo assez respectable quand même. Et le signe, c'est un ennemi terrible pour faire la bonne photo. Hein. Ça, c'est maximum 4 sur 5 de signes, de qualité de signe. C'est rare aller en haut des 3. La planète Mars aussi, je l'ai réussi un peu. Ça, c'est difficile. Je fais beaucoup de tentatives pour réussir une photo présentable de Mars, mais on l'a. On a la calotte polaire et on voit quand même assez bien démarquer les dessins de la géographie de la planète Mars. Donc, avec la même méthode, exactement la même chose que je vous ai présentée, ça a donné ça. J'ai aussi là, réussi à prendre une photo de Jupiter avec la tache rouge ici, puis Io à côté. Une autre photo de la tache rouge. Mais celle-là, c'est avec la 160. Voyez-vous, est plus bruitée et moins douce comme photo que la 90. Mais c'est quand même une caméra qui fait de bonnes photos planétaires. Bon. Quand je fais des photos de la Lune, j'utilise Registax en mode rafale. La caméra me permet de faire le mode rafale pendant que ça tient l'obturateur pressé, là, il fait des photos. Mais on pourrait les faire une par une aussi, déclencher des photos une par une si on a un déclencheur. Même si on n'a pas de déclencheur souple, on pourrait le faire avec un petit retard. Ouais. Mon télescope, avec 2 secondes d'attente, c'est suffisant pour que ça arrête la vibration, en faisant attention de ne pas trop brusquer les choses. Alors, ici, une série de photos d'une région de la Lune, prises avec la PowerShot 590. Bon, on doit sélectionner toutes les images qu'on va empiler.
Et on fait la même chose qu'avec l'autre, sauf qu'ici, hein, on doit sélectionner, on doit aller chercher les images. On clique sur la première, on fait, on tient le shift, puis on va jusqu'à la dernière, puis il va ouvrir toutes les images. Ici, là, c'est sûr qu'il va falloir aller chercher des JPEG. Bon, c'est ça, comme je disais, là, il faut choisir le type de fichier. Là, il ne faut pas oublier ça. Là, hein. Parce qu'avant, j'étais en AVI, maintenant c'est en JPEG. Et on vient chercher ici la meilleure des photos. L'une des photos de la Lune. Et celle qui me semblait la plus nette des premières photos, c'était la numéro 6 de ces 32 photos. Idéalement, ce serait mieux. C'est plus que ça, mais j'étais un peu pressé à vous faire. L'idéal que j'ai pris, c'était une centaine de photos. Ça prend pas trop de temps à faire. Hein? De toute façon, ce sont des photos instantanées que vous devez calculer là, à quelle vitesse d'obturation vous voulez travailler. Vous le voyez dans la caméra. Ensuite, on vient cadrer avec le... Ici, je choisis 64 pour rentrer ces détails de la Lune. C'est ça le point d'empilement, disons la référence. On peut faire encore plus petit que ça. C'est bon que ce soit bien contrasté. Ça, comme ça, il va s'aligner. Et puis, comme je vous sais, là, j'ai choisi la numéro 6 et j'ai choisi la qualité, voyez-vous, 90 ici. Bon, les images alignées et empilées. Et tout de suite, tout seul, ça, là, quand je fais l'alignement, je demande ici l'alignement, il se met ici, là, pour faire dual. Et je lui demande de me sauver cette image, pour si jamais je dois revenir en arrière. Ensuite, on commence le traitement avec l'histogramme. Et c'est appliqué à l'image complète parce qu'il va me faire un carreau, vous allez voir tantôt ici. Hein? Et ensuite, j'ai travaillé un petit peu ici les ondelettes. Et je travaillais le gamma, comme je l'ai fait avec Jupiter tantôt. Voyez-vous, c'est ça le cadre qui donne quand ces images comme ça sont des plus grosses images. Donc, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on dit dual, pour qu'il fasse la photo complète. Et puis, c'est ça, j'étais en train d'appliquer ça. Mais pour toutes les photos, je fais ça, de faire dual. Ici, je suis allé, avec le denoise, essayer d'enlever un peu de bruit thermique. Et c'est ça la fenêtre qui va s'ouvrir. Vous travaillez avec ça, il faut cliquer ici. Et ça, vous allez l'expérimenter si vous tentez cette sorte d'expérience. OK. C'est appliqué à la photo. Alors, je m'en viens ici, au filtre. Je voulais vous montrer ce tableau ici. Là. Il faut chercher à travailler soit avec les layers ou le set de quotient ici. Moi, je travaille avec ça, normalement. Des fois, je fais positif ça, négatif l'autre, enfin, j'expérimente. Je ne suis pas calé en
en informatique jusqu'à ce point-là pour dire que c'est les calculs et tout ça là. Mais par expérience, c'est ça que je fais. Donc ici, 10, ça a été suffisant. Des fois, c'est un petit peu plus, des fois, c'est moins. Des fois, ça ne donne pas de résultats. Et aussi, je travaille avec le contraste ici. Et j'aime pas beaucoup bouger ça. Je travaille plutôt avec les chiffres pour aller graduellement. Et voilà la photo très contrastée, okay? Hautement contrastée, voyez-vous, pour mettre en évidence des couleurs, celles des fois, on est curieux de savoir qu'est-ce qu'il y a en dessous de la photo normale. Puis c'est surprenant, hein? La Lune, on la voit souvent en noir et blanc. Hein? C'est surprenant ce que ça donne. OK. Bon, je dis, bon, je pense que à peu près ça, c'est la photo idéale pour moi. C'est probablement qu'on peut encore l'améliorer, mais ça me donnait ça. Et si vous voulez saturer les couleurs avec Irfan View, là, regardez, là, on peut exagérer. C'est sûr que c'est pas très joli comme effet esthétique, là, mais ça peut nous présenter certains détails curieux et, si on veut aller un petit peu, comme dirais, dans la recherche d'autres données. J'ai fait plusieurs expériences de la même façon. Si Copernic, je trouve que c'est quand même assez bien. Et ça, c'est une mes meilleures photos. On a un petit Clavius ici. Là. Regardez tous les détails que je suis allé chercher avec une petite caméra. Il ne faut jamais l'oublier, une petite caméra de poche. Aussi, je fais des photos avec de la même façon, mais avec mon autre caméra au foyer primaire. Je vous présente ici le total, mais je grossissais, puis je l'ai fait en RAW, hein, celle-là. Il y a combien de photos? 50 images à 1,250, 400 ISO. On peut faire une photo immense, puis on ne voit pas des flous avant longtemps, là. Au moins 4 fois ça. Des fois, on est curieux de savoir ce que ça donne en couleur, l'affaire. Souvent, ça, c'est la couleur de notre atmosphère. Ça dépend de l'atmosphère, comme il est, de l'humidité, la poussière, la contamination, la pollution lumineuse. Mais ça donne quand même une idée de ce qu'on voit normalement au télescope. Parce que l'œil va voir à peu près ça. Et on voit bien des détails, le mur droit ici, associé à Alphonse Ptolémée, puis enfin, c'est assez bon pour apprendre un peu la géographie lunaire. Bon, ça c'était des expériences pour la photo planétaire et lunaire. Maintenant, j'ai inclus dans cette... j'ai le temps, hein, oui, suivez. Dans cette présentation, la photo stellaire. Et je vous ai parlé tantôt que j'avais 4 logiciels que j'utilisais ici exclusivement pour la présentation. Ici, c'est Deep Sky Stalker. Okay. On va travailler avec Deep Sky Stalker. Mais Deep Sky Stalker est assez limité dans le traitement. Donc, on arrive à un point où on a besoin de changer de logiciel. Et je m'en vais encore avec Registax et
et les autres que je vous ai mentionnés. Bon, ici les étapes qu'il faut retenir pour travailler avec Deep Sky Stalker. Sur un papier, je prends ça. Les images que je vais prendre, les numéros d'images. Il y a pas, c'est pas très nombreuses, mais je vais vous raconter l'histoire de ça parce que c'est intéressant. Des, euh, quelles sont les images de dark, les flats et les bias. J'avais une petite banque, je me suis fait des dark, je les ai pigés là. Mais souvent, je les fais en même temps. Pendant que je suis en train de fermer l'observatoire, je fais mes darks. Je travaille à quasiment noirceur pour ramasser mon stock avant d'aller me coucher. Là. Et c'est ça, pendant ce temps-là, se font les stacks, les darks. Les flats sont très rapides à faire, les bias aussi. On vous montre ça. Premièrement, ça c'est les étapes à suivre. Ouvrir les images, ouvrir les images. Les images sont ici. Là. Ça c'est les images brutes, ce que vous avez pris. Qu'il soit en mode RAW, en BMP ou en JPEG, ça va être la même procédure. Moi, j'utilise évidemment le mode RAW de ma caméra Rebelle. Et ensuite, par ordre, je procède toujours comme ça. Les fichiers dark, ensuite les flats et les bias, ou offset qu'on appelle aussi. Et ensuite ça, on doit cocher tout, ici, là, tout ce qu'on a choisi. Parce que les mauvaises photos, je les éliminais avant. Bon, ouvrez les images, le fichier images. Ici, c'est la liste, donc je dois chercher les images. Voilà, ce que c'était les images sont sélectionnées ici. Il n'y en avait pas beaucoup, je n'avais pas le temps d'en faire plus. Ensuite, on fait la même chose. J'ai sélectionné ici les darks. J'avais tous ces darks-là. Et ils sont sélectionnés ensuite. Même procédure pour les flats. Sont ici les flats. Et sont sélectionnés. Et ensuite de ça, les bias sont les dernières et sont sélectionnés. Et finalement, n'oubliez pas, cochez tout. OK? Tout ça, là, c'est Deep Sky Stalker le fait automatiquement. Vous n'avez pas à vous casser la tête sur des détails très, très, très techniques. Là. C'est vraiment la chose la plus simple. Quand j'ai appris, quand j'ai connu ces logiciels, là, je me dit, wow, c'était vraiment un cadeau parce qu'avant, je travaillais avec Iris. Et si c'est un logiciel compliqué, c'est Iris. J'ai dû m'acheter un livre pour le comprendre, le livre de Patrick Lecureuil. Et, et malgré tout ça, là, je piochais trop. Puis il fonctionne avec un format PIC. Et à la fin, il n'aime pas les fichiers TIFF. C'est pour ça que je changeais de logiciel. Puis il fallait enregistrer les images stellaires. Puis c'était beaucoup, beaucoup de pas avant d'obtenir quelque chose. Et ensuite, l'ordinateur travaillait et calculait la position des centaines d'étoiles, puis restait là longtemps. Et à l'époque, l'ordinateur n'était pas très rapide non plus. Fait que j'ai perdu patience un peu avec ça.
Sauf que les résultats que j'ai vus avec ces logiciels, oui, ils sont bons, mais il faut avoir beaucoup de temps, beaucoup de patience pour ça. Et maintenant, avec ces logiciels gratuits, là, j'ai sauvé beaucoup de temps. Alors, empilez les images cochées. Et ici, vous avez des possibilités de modifier les paramètres. Il ne faut pas oublier de demander de, d'ajuster le sigma, le kappa sigma, parce que comme ça, on va éviter de tracer des lignes bizarres. Mais vous pouvez le faire quand même. Et puis, si vous avez un Photoshop après, vous pouvez le nettoyer quand même. Hein. Donc, j'y vais avec ça. Et là, il est en train de travailler. Il est en train d'empiler, là. Et puis, c'est ça. L'image qu'il me donne ici, là, automatiquement me donne une image autosave. Et vous n'avez même pas demandé de le faire. Il l'a fait. C'est pour ça que je l'ai mis comme ça, là. Le résultat est automatique. Il va avoir une image autosave. Que je vous conseille de conserver parce que si vous voulez retravailler l'image avec Deep Sky Stalker, c'est la seule. Disons que si vous voulez ouvrir l'image avec un autre logiciel, il ne l'aime pas. Il ne va pas l'ouvrir. C'est incompatible. Alors, vous la gardez ici si vous voulez retravailler l'image ici. Et tout de suite après, j'ai fait je sauve une image là. Il dit enregistrer l'image. Je fais une autre, je sauve encore la même image que j'appelle Deep Sky DSS seul pour dire je n'ai rien touché, ok? Mais c'est exactement l'image identique. Et c'est là que je peux l'ouvrir avec n'importe quel autre programme. Et bon, ici, là, souvent, j'y vais avec la saturation si les couleurs sont alignées. Souvent, là, vous allez voir que le vert est parti vers la droite, hein, il est complètement décalé des autres. Alors, vous pouvez régler les couleurs avec ça. Et vous pouvez régler aussi la luminance. Vous allez obtenir un certain résultat ici. L'image commence à être plus évidente. Et c'est ici, là, comme je vous dis, le RGB. Et vous testez ça, vous pouvez bouger ces curseurs ici, comme celui-là, ça c'est la tolérance. Ça, c'est le niveau des couleurs. Par défaut, il va être le 3 comme ça. Mais comme je vous dis, là, c'est souvent le vert est prédominant. Et vous pouvez revenir, si jamais le résultat n'est pas bon, vous pouvez revenir, comme je vous sais, à l'image autosave, et puis vous le retravaillez. Et il faut toujours, à chaque chose, il faut l'appliquer ici. Si vous faites réinitialiser, ça revient tout à zéro. Vous pouvez le refaire. Une fois qu'on l'a expérimenté, c'est un logiciel très, très, très facile à manipuler. L'avantage de ça, c'est que vous allez aussi, pour ceux qui n'ont pas d'expérience à faire la photo astronomique comme ça, que vous allez comprendre ce qui veut dire chaque chose. Qu'est-ce que c'est que fait le gamma? Qu'est-ce que fait l'histogramme? Enfin, plein de petits détails, là. Et vous allez avoir une sorte de vocabulaire, si vous voulez, pour travailler ça.
Après ça, vous pouvez aller dans d'autres logiciels plus complexes et, et plus dispendieux aussi. OK. Alors, l'image, l'image finale de Deep Sky Stalker. Mais je n'ai pas fini avec mon image. On continue avec Registax. Avec Registax, je fais la même chose que je fais avec les planètes ou la Lune. OK? J'ouvre et je clique sur la portion de la photo que je vais travailler. Je fais un clic ici, mettons, et puis ça fait un petit rond comme ça, puis il va travailler sur ça. Donc, les cadres qu'il va me donner, ça va être ça. Et je procède de la même façon qu'avec l'autre. Bon, l'histogramme. De ce côté ici, ça va accentuer les sombres. De ce côté, la luminosité, le côté brillant. Voyez-vous, ici on voit le cadre. Hein? Donc, pour voir l'effet, il faut appliquer le stretch. Et ensuite, on fait dual et on va voir une image va être complète. Ici, là, je voulais insister sur ça. De ces côtés-là, c'est pour accentuer le côté sombre et de ces côtés, le côté brillant. OK? C'est ça, l'effet de l'histogramme, c'est ça qui va se produire sur toute la photo en faisant dual. Bon, ici, là, donc, la photo, travailler avec le gamma, peaufiner le traitement avec gamma, comme ça, c'est ça que je voulais vous montrer. Ces points sont les points que il y a un point ici au centre que je déplace et je vois qu'est-ce qu'il va produire sur l'image. Si je veux un deuxième point ici, vous cliquez sur le bouton droit de la souris, sur la ligne de la courbe, puis il va vous produire un autre point. Vous pouvez faire tous les points que vous voudrez et travailler les contrastes de l'image comme ça. Bon, l'effet des gamma comme ça, je fais dual et j'obtiens ça. Bon, donc ça c'est le premier résultat. Si on examinait la photo de proche, là, on verrait que il y a du bruit ici, là. OK, en modifiant le gamma, le contraste et la saturation, ça me donne ça. Et, bon, l'effet des gamma et le contraste et la saturation, c'est ça qui me donne. Maintenant, je vais la cropper, la photo. Je trouvais qu'il y avait trop de ciel noir pour un petit objet comme ça. Là. Donc, avec Irfan View, je fais un cadre de ce que je veux sélectionner et je vais ici où il dit éditer. Il va voir ici, ici en français, il dit prenez la sélection. C'est le crop. En anglais, dire c'est crop simplement, hein, crop l'image. OK? Donc, l'image croppée, c'est ça. Bon, alors vous me voyez venir maintenant. Qu'est-ce que j'ai photographié cette nuit-là? Je voulais photographier la supernova des M82. J'avais pas réussi à avoir du ciel. J'arrive de travailler à cette heure. Là. La galaxie était sur le point de se cacher derrière les arbres que j'ai derrière l'observatoire. Donc, je me suis empressé, j'ai réussi à prendre 5 photos. De 4 minutes chacune.
Ensuite de ça, je dis, il y a un peu trop de bruit de fond. Et j'ai encore Iris dans mon ordinateur. On sélectionne une place qui soit bruitée, mais qu'il n'y ait pas d'image d'étoile. Puis, on, on vient ici, là, cliquer sur ce bouton qui tient comme des petites lignes comme ça en parallèle. Là. Puis, va s'ouvrir cette fenêtre où j'écris le mot black. OK. Ensuite de ça, j'ai fait Enter. Et l'image ici, tout est nettoyé, hein, complètement noir. Alors, avec IrfanView, on peut rendre le fond du ciel un peu plus bleu et montrer la photo aux amis. Ici, là, je pouvais aller encore avec IrfanView, là, et donner un petit peu de bleu si je veux. Là. Ça, c'est question de goût. Alors, c'est la supernova de M82, prise le 8 mars 2014 à Sainte-Sophie. Autre résultat, là, comme ça, l'amas globulaire M13 ici, là, et NGC 6207 qui est ici. Et ça, là, c'est une galaxie qui se trouve à 48 millions d'années-lumière. Donc, on va chercher quelque chose. Et c'est magnitude 12. Mais ici, il y a une autre petite galaxie. C'est une galaxie IC, je ne me rappelle pas le numéro. Et là, en faisant un peu de recherche, j'ai vu que j'avais photographié un objet de magnitude 15 à 550 millions d'années-lumière. C'est quelque chose. Ça fait plaisir de vraiment pouvoir. Et surtout que ça nous sert aussi comme matériel didactique. Quand on montre ces photos-là, j'ai déjà fait de la visite des écoles, là, puis on parle de ces choses-là. Là. Et cette galaxie-là, la lumière, elle vient d'avant les dinosaures. On est rendu loin, là, en arrière. J'ai réussi aussi un peu M33. Je dois la retravailler, mais je voulais vous montrer où je suis rendu. Ça, c'est prise au Chili. Ça, c'est avec la petite monture Q3 que je vous ai montré, des photos de 30 secondes. Non, de 2 minutes. Ça, c'est 10 images de 2 minutes. Ça. Vu que j'étais en grand angle, je pouvais le laisser aller, parce que je n'avais pas d'autoguidage là. Et ça, c'est El Pang se trouve vraiment très proche de Cerro Tololo et des Jiminy Sud. J'étais sur une montagne à plus de 1200 mètres d'altitude. C'est un observatoire qu'il y a pour les astronomes amateurs. En passant, je peux vous dire, si jamais vous voulez des renseignements à ce sujet-là, vous pouvez me consulter. Là. Je peux vous mettre en contact avec mes amis là-bas. Aussi, j'ai photographié le grand nuage de Magellan, voyez-vous. Et c'est ça. Donc, c'est ça que je voulais vous présenter aujourd'hui. Ça, c'est le dernier éclipse